Les guerres ne sont pas que militaires. Elles relèvent souvent de l'argent et du pouvoir. Et cet accord avec l'Iran nous l'a montré plus que jamais, car alors que tout le monde se concentre sur les si et les pourquoi de l'accord, essayant de déterminer s'il est bon ou mauvais, la plupart d'entre nous ont oublié de se demander comment cet accord a même vu le jour au départ. La réponse est une guerre secrète des États-Unis, poussant discrètement l'Iran à la limite sans que personne ne le remarque. Trump nous a donné un indice en révélant que l'armée américaine avait fait passer secrètement des pétroliers par le détroit d'Ormuz la nuit après la destruction du radar iranien, comme si de rien n'était. Maintenant, en plus d'être probablement l'une des opérations militaires les plus impressionnantes de tous les temps, c'est aussi un rappel de ce pourquoi cette guerre a toujours existé. Le pétrole, l'argent, l'économie. Les médias ont oublié de vous raconter cette histoire. Bienvenue dans l'émission Yirka sur JNS TV. Allons-y. Avant d'aborder la partie James Bond, parlons d'abord de l'économie iranienne, car pour comprendre son effondrement, il faut connaître sa situation initiale. L'Iran détient les quatrièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole et occupe une position géographique très stratégique. Parce que sur sa côte sud se trouve le détroit d'Ormuz. Ce passage étroit par lequel environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite chaque jour, reliant le Golfe à l'océan ouvert. Tout baril de pétrole exporté par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak et le Qatar transitent par ce détroit pour atteindre le monde. L'Iran étant situé sur ses rives, il détient depuis des décennies un droit de veto involontaire sur le marché mondial de l'énergie simplement par sa présence. Le pétrole n'est pas la seule exportation majeure de l'Iran. C'est la base financière du régime, finançant gouvernements, armées, gardiens de la révolution et le réseau d'alliés du Liban au Yémen. Et depuis 1979, les États-Unis et le reste du monde ont compris que si vous voulez amener l'Iran à la table des négociations, il faut les toucher au portefeuille. L'histoire de la pression occidentale sur l'Iran suit toujours le même cycle. Les États-Unis durcissent les sanctions jusqu'à ce que l'Iran accepte de négocier, un accord est signé, l'Iran en profite pour se reconstruire, puis tout recommence. L'accord nucléaire de 2015 en est l'exemple le plus célèbre. Des années de pression ont finalement poussé l'Iran à négocier, ce qui est déjà mauvais signe, puis un accord a limité son programme nucléaire contre un allègement des sanctions. Et presque immédiatement, l'Iran utilisait cet allègement financier pour financer ses groupes terroristes, élargir ses programmes d'armement et chercher des moyens de contourner la prochaine vague de pression. Les accords ont été en grande partie catastrophiques, et le schéma qui suit la signature de l'accord a aussi été assez constant. Alors, à quoi ressemblent réellement ces sanctions? Eh bien, l'idée de base est simple. Toute entreprise ou banque mondiale traitant avec l'Iran risque d'être exclue du système financier américain. Et puisque toute l'économie mondiale passe par les banques américaines et le dollar, cette menace suffit généralement à dissuader la plupart des entreprises. L'Iran n'a personne avec qui faire des affaires. Mais le problème avec les sanctions n'a jamais été le principe même des sanctions. Le vrai problème, c'est leur application. Les États-Unis ont été incohérents selon les administrations et l'Iran a passé 40 ans à contourner les sanctions. De faux noms d'entreprises, des pays intermédiaires payant dans d'autres devises, des stratagèmes pour masquer la véritable origine de leur pétrole. Ils sont devenus très doués pour cela. Assez doués pour qu'en 2023, alors qu'ils sont toujours sous le coup de sanctions internationales, l'Iran gagne 53 milliards de dollars grâce au pétrole. Ce qui vous montre tout ce qu'il faut savoir sur l'écart entre ce que les sanctions sont censées faire et ce qui se passe réellement quand personne ne les applique vraiment correctement. Avant qu'une seule bombe ne soit larguée en 2026, l'économie iranienne était déjà en grande difficulté. Et la question qui valait la peine d'être posée était, eh bien, si l'Iran gagnait 53 milliards de dollars par an en contournant les sanctions, pourquoi l'économie allait-elle si mal? La réponse, c'est que contourner les sanctions n'est pas la même chose qu'avoir une économie saine. L'argent que l'Iran gagnait profitait surtout au régime terroriste, à l'armée et à leur réseau de groupes supplétifs, pas à la construction d'hôpitaux, d'infrastructures ou à la création d'emplois. Des décennies de sanctions avaient de fait fuir les investissements étrangers, vider le secteur privé et laisser les Iraniens ordinaires avec une monnaie, le rial, qui perdait de la valeur très rapidement. Une inflation supérieure à 48% signifie que, quel que soit votre salaire au début de l'année, il vous permet d'acheter environ 40% de moins en décembre. Le gouvernement a commencé à imprimer des billets d'une valeur faciale inédite jusqu'à 10 millions de rials, car les plus petites étaient devenues trop dévaluées pour un usage quotidien. Un seul œuf au plat en Iran coûte 1 million de rials. Voilà à quoi ressemblait la vie avant le début de la guerre. Et quelle est la seule chose qui pourrait arranger cela? Eh bien, évidemment, la levée des sanctions. C'est pourquoi, si vous avez suivi l'une des séries de négociations,
Vous aurez remarqué que l'Iran a refusé de céder sur une exigence parmi beaucoup d'autres, le déblocage de ses avoirs et un allègement financier. Des milliards de dollars bloqués par les sanctions restent inaccessibles, mais l'Iran souhaite les inclure dans tout accord. Ce n'est ni par bonté de cœur, ni par souci soudain du peuple iranien. La République islamique survit parce que les personnes à l'intérieur du système, les soldats, les gardiens de la révolution, le vaste réseau de fidèles du régime, en dépendent financièrement. On garde les gens loyaux en les payant. Dès que cet argent cesse d'arriver, la loyauté peut commencer à vaciller. Un régime réprimant un soulèvement ne peut tolérer des soldats hésitants. Donc, quand l'Iran exige la levée des sanctions à la table des négociations, ce qu'ils disent vraiment, c'est que nous avons besoin d'argent liquide, non pas pour reconstruire l'économie qui s'effondrera à nouveau, mais pour garder les gens armés de notre côté, c'est-à-dire de devenir un ennemi encore plus fort et plus capable. C'est dans cette situation économique que l'Iran est entré en guerre à la fin du mois de février, un système déjà sous pression, où les propres médias d'État du régime tiraient la sonnette d'alarme sur le coût de la vie. Dans des termes très francs, on rapportait des licenciements massifs, des pénuries de médicaments, et le gouvernement autorisait l'achat de biens essentiels à crédit, garantis par de futures subventions, celles-ci s'épuisant. À l'éclatement de la guerre en février, l'Iran a agi comme il l'avait toujours annoncé. Il a fait du détroit d'Ormuz une arme et attaqué des navires commerciaux avec missiles, drones et mines, faisant augmenter les coûts d'assurance au point que les compagnies ont cessé d'y envoyer leurs navires. L'Iran pensait que fermer le détroit au transport maritime mondial causerait d'importantes souffrances économiques au reste du monde. Les prix du pétrole s'envolaient, les chaînes d'approvisionnement étaient perturbées et la pression internationale sur les États-Unis pour stopper la guerre devenait écrasante. Ils avaient raison, la hausse du pétrole mettait Trump sous pression. Mais l'Iran a choisi une action plus calculée que fermer le détroit. Il a bloqué le détroit aux autres, mais a continué à acheminer son pétrole. Les navires iraniens ont exporté environ 2 millions de barils par jour via le détroit après le début de la guerre, attaquant et menaçant tout autre navire tentant de passer. Le CGRI a instauré un système de péage demandant jusqu'à 2 millions de dollars aux navires pour passer, encaissant en yuan ou crypto-monnaie. L'Iran contrôlait l'accès à la voie navigable et en tirait profit. Le Wall Street Journal avait indiqué que l'Iran exportait plus de pétrole qu'avant la guerre, sans que l'on sache si c'est vrai, mais cela confirme simplement l'idée. L'histoire publique de ce conflit paraît chaotique entre opérations annoncées puis suspendues, cessez-le-feu signé puis violé, négociations interrompues puis reprises. Pourtant, la campagne financière contre l'Iran ne s'est jamais arrêtée un seul jour. Chaque semaine où les diplomates discutaient et où les négociations se poursuivaient, le Trésor imposait en réalité des sanctions. Chaque semaine où les bombes ne tombaient pas, la pression économique s'intensifiait. La guerre contre l'économie iranienne n'était pas un complément à la campagne militaire. À bien des égards, c'était la véritable campagne constante. Le 13 avril, lorsque Donald Trump a annoncé le blocus naval des ports iraniens, appliqué par plus d'une douzaine de navires de guerre, plus d'une centaine d'avions et plus de 10 000 membres du personnel opérant près du détroit, ciblant chaque navire tentant d'entrer ou de sortir des ports iraniens le long du golfe Arabique et du golfe d'Oman. Donald Trump affirmait que le blocus coûtait à l'Iran 500 millions de dollars par jour, et en mai, la ministre de la Défense estimait que l'Iran avait perdu 4,8 milliards de dollars de revenus pétroliers depuis le début du blocus. L'Iran gagnait plus de 30 milliards de dollars par an avec le pétrole, des revenus désormais presque inexistants. Mais le blocus a aussi réduit les importations, et un pays déjà touché par une inflation de plus de 50% des pénuries alimentaires et de médicaments risquait désormais de ne plus pouvoir importer les biens essentiels à son fonctionnement. Le secrétaire à la Défense, Hegseth, a été clair lors du briefing au Pentagone. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et nos collègues du Trésor lancent également l'opération Economic Fury, maximisant la pression économique de l'ensemble du gouvernement sur l'Iran. Choisissez judicieusement. Si l'Iran choisit mal, il subira un blocus et des bombardements sur ses infrastructures et énergies. Bien que le blocus ait été l'instrument financier le plus visible, la campagne du Trésor visait aussi l'architecture de l'ombre que l'Iran avait mis des années à bâtir pour survivre aux sanctions. Bureaux de change, sociétés écrans, propriétaires de navires, plateformes crypto et surtout acheteurs chinois eux-mêmes. Le Trésor a décidé qu'il allait sanctionner l'une des plus grandes raffineries indépendantes de Chine qui traite 400 000 barils par jour, en désignant le vendeur comme la branche pétrolière des forces armées iraniennes, montrant que les États-Unis sont prêts à cibler directement des installations industrielles chinoises pour limiter les revenus iraniens. 4 autres raffineries chinoises ont été sanctionnées en même temps.
La principale plateforme d'échange de crypto-monnaies d'Iran, qui gérait plus de la moitié des flux d'actifs numériques du pays en 2025, a aussi été sanctionnée. Les maisons de change, les zones intermédiaires, les sociétés écrans à Dubaï et à Hong Kong, couche après couche, l'architecture qui permettait à l'argent iranien de circuler était démantelée avec les exportations de pétrole réduites par le blocus. Les acheteurs visés par les sanctions secondaires, les systèmes de paiement touchés par les désignations financières et la flotte fantôme elle-même désignée navire par navire. Le propre gouvernement iranien a estimé les dégâts totaux liés à la guerre à 270 milliards de dollars, soit l'équivalent de 57% du PIB. Mais hier, Netanyahou a annoncé que les dégâts, les véritables dégâts causés à l'Iran, s'élèvent désormais à près d'1 billion de dollars. Les médias d'État du régime lançaient un avertissement dans un langage exceptionnel selon leurs critères. Les responsables ne parlent plus de la politique économique en termes de bien-être, mais en termes de prévention des troubles. Quelle différence entre un gouvernement qui gère une crise et un qui craint vraiment son peuple? Il y avait encore un autre aspect que personne ne couvrait, à savoir les États du Golfe. En plus de tout ce que l'Amérique fait, tant sur le plan militaire qu'économique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se préparent à ce genre de scénario depuis des années. L'oléoduc Est-Ouest d'Arabie saoudite s'étend sur 1200 km à travers la péninsule arabique jusqu'à la mer Rouge, et Aramco a vite agi pour le faire fonctionner à pleine capacité. L'oléoduc d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis offre une voie de contournement supplémentaire jusqu'au golfe d'Oman. Aucun de ces oléoducs ne peut remplacer tout le volume passant par Hormuz, mais leur message était significatif. Les exportateurs de pétrole les plus importants au monde trouvent des moyens d'acheminer leur pétrole sans l'Iran. Les États du Golfe ont déclaré aux médias que le comportement de l'Iran avait créé un énorme fossé de confiance qui ne serait peut-être jamais comblé, et qu'il faisait des investissements dans des infrastructures à long terme qui disaient clairement « Nous reconstruisons pour réduire notre dépendance à une voie navigable que l'Iran peut menacer ». C'est quelque chose qu'ils construisent depuis des années, car ils ont toujours su que l'Iran représentait un risque majeur. Et bien qu'ils aient fait pression pour cet accord militaire et qu'ils aient poussé pour que les négociations aboutissent, ils sont en privé extrêmement satisfaits qu'Israël ait toujours la capacité militaire d'attaquer l'Iran, car l'Iran s'est avéré être une nuisance incroyable pour le monde entier. Les Émirats arabes unis, d'ailleurs, sont allés plus loin et se sont complètement retirés de l'OPEP en mai, se rapprochant ainsi d'Israël et des États-Unis. Nous avons dédié un épisode à ce sujet, allez le regarder. L'Iran, qui utilisait le détroit comme principal levier pour menacer l'approvisionnement énergétique mondial, voyait ce pouvoir discrètement et définitivement contourné par des alternatives. Ce qui nous ramène à Trump dans le bureau ovale, évoquant 22 navires sans feu et la destruction des radars iraniens. Parce qu'en mars, les États-Unis avaient largué des bombes anti-bunker sur des sites de missiles anti-navires iraniens le long du détroit et coulé 16 navires poseurs de mines iraniens. En nettoyant physiquement le passage maritime des armes, l'Iran avait été privé des moyens qu'il utilisait pour menacer quiconque essayait de transiter. Avec les radars iraniens hors service et la flotte affaiblie, le détroit redevient franchissable pour la première fois depuis février. En mai, Donald Trump a lancé l'opération Project Freedom, une mission d'escorte navale pour les pétroliers bloqués dans le golfe Persique, qui n'a duré qu'une journée avant d'être suspendue à cause des pourparlers de cessez-le-feu, jugés suffisamment prometteurs pour éviter une escalade publique, ce qui n'a abouti à rien. Mais la marine n'a pas arrêté. Au lieu de cela, elle a simplement commencé à agir de façon plus discrète. Ils contactaient les navires en privé, leur donnaient des coordonnées, leur demandaient d'éteindre les transpondeurs et les guidaient la nuit à travers le détroit, en convoi de 14 à 26 navires sans lumière, dans des eaux où le radar iranien avait été détruit. JP Morgan a estimé qu'en juin, près de 2 millions de barils par jour traversèrent le détroit sur des navires qui avaient totalement coupé leurs transpondeurs. Plus de 100 millions de barils transportés par plus de 200 navires sur des eaux que l'Iran avait mis des mois à transformer en routes à péage privé et que les Américains avaient de reprise. Maintenant, nous ne savons pas exactement si ces chiffres sont vrais ou même estimés, mais l'idée ici reste la même. Oui, un accord était en cours de négociation, mais en secret en même temps, des choses se mettaient en place pour essayer de pousser l'Iran à signer. Puis, bien sûr, le 14 juin, l'Iran a effectivement accepté de signer un accord, ce que nous verrons s'il se concrétise ou non, mais ils y sont arrivés. Les combats cessent. Le détroit rouvre. 60 jours de négociations nucléaires vont commencer. Et la première exigence de l'Iran, la plus urgente, la condition qu'il a posée pour que les négociations puissent réellement commencer, c'est la libération de 24 milliards de dollars d'avoirs gelés. Ce n'est évidemment pas une garantie de sécurité. Pourquoi en aurait-il besoin? Ce n'est pas la reconnaissance de leur programme nucléaire.
c'est simplement récupérer l'argent pour pouvoir satisfaire leur entourage. Et par entourage, je ne parle pas du peuple iranien. Ils détestent la République. Je parle des loyalistes qui rendent possible toute la catastrophe de la République islamique. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en a fait l'élément central de tout le cadre post-signature, affirmant que la négociation de 60 jours dépendrait principalement de la libération de ces fonds gelés par les États-Unis. Si vous doutiez encore que cette guerre concerne l'argent, l'Iran l'a prouvé lors de la signature. Mais voici la question que tous se posent. Maintenant que nous savons comment cet accord a vu le jour, nous nous demandons tous, est-ce que cet accord est une bonne chose ou non? Eh bien, pour commencer, si l'Iran a accepté cet accord, c'est parce qu'il leur permet de survivre. Et un régime qui survit, c'est mauvais, et un régime qui survit peut aussi se reconstruire. L'histoire de tous les accords précédents avec l'Iran, c'est exactement cela. L'allègement des sanctions arrive, le régime se stabilise, les groupes armés sont à nouveau financés, les centrifugeuses recommencent à tourner, et dans 5, 10, 20 ans, on revient au point de départ. C'est ce qui s'est passé avec l'accord de 2015, cela s'est déjà produit et il y a un schéma, un cycle. Si vous espériez la chute de la République islamique, alors non, vous n'aimez pas cet accord, parce que cela a été repoussé inévitablement pour un bon moment. Puis-je être honnête une seconde? Nous ne maîtrisons pas encore assez les termes pour analyser pleinement ce qui est signé, et je ne prétendrai pas le contraire. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de savoir si cet accord apporte quelque chose de bon ou de mauvais, mais la simple vérité, c'est que tout type d'accord pose problème. Si l'Iran était prêt à le signer, c'est que ce que nous attendions d'eux n'était pas proposé. Je connais ce schéma, et ce schéma me met vraiment mal à l'aise parce que cet accord portait finalement sur une seule chose, essayer d'éliminer la menace nucléaire. Et oui, se débarrasser des armes nucléaires est très important, mais il en va de même pour se débarrasser d'un régime terroriste qui contrôle l'économie et le Moyen-Orient, comme le fait l'Iran. Maintenant, sans parler du fait que, supposons que cet accord élimine réellement la menace nucléaire, il ne peut le faire que si l'application des mesures se poursuit. Pas pendant 60 jours comme ce que nous voyons actuellement dans les accords, même si les détails n'ont pas encore été publiés, et pas seulement pour la durée du prochain cycle médiatique. Nous avons besoin d'une application continue et sérieuse, avec la même intensité que celle qui a produit la pression économique dont nous avons parlé pendant tout l'épisode. C'est ce que nous devrions tous surveiller, et franchement, ce que nous devrions tous exiger. Peut-être que s'il y a quelque chose de positif dans cet accord, c'est cela, qu'ils n'obtiennent pas l'arme nucléaire. Mais cela n'arrivera que si les États-Unis appliquent réellement les règles qu'ils ont mises en place, ce que nous n'avons pas vu par le passé. Écoutez, ce serait bien si l'Iran n'obtenait jamais l'arme nucléaire, mais ce n'est pas le sujet. Voilà ce que je n'arrive pas à dépasser et ce qu'on oublie presque toujours lors de la signature de ces accords. Pour toutes les personnes qui vivent réellement sous les conséquences de ce régime, les gens du Moyen-Orient, pas ceux qui sont affectés par les prix du pétrole ou qui ont peur de l'idée d'une nouvelle guerre américaine. Mais pour les personnes qui vivent réellement cette situation, cet accord a de graves répercussions pour elles. Le peuple d'Iran qui a été appauvri, emprisonné et tué par un gouvernement, ou plus précisément une dictature, qui a utilisé chaque dollar de l'allègement des sanctions non pas pour construire des écoles, mais pour financer l'appareil de leur propre oppression. Cet accord ne leur apporte rien. Le peuple d'Israël a subi des mois de tirs de missiles. Il ne risque peut-être pas une bombe nucléaire, mais qu'en est-il de les attaques de missiles balistiques? Le peuple du Liban, du Yémen, de l'Irak ou de tous les pays où les relais de l'Iran ont laissé une dévastation totale. Pour tous ces gens, il n'a jamais été question d'argent et il ne s'agissait pas vraiment non plus des armes nucléaires. Il s'agissait de pouvoir vivre sans que la terreur ne soit la norme quotidienne. Et cela a été sacrifié avec cet accord. Peu importe comment on le regarde, la République islamique sait qu'elle a gagné. Oui, elle a souffert. Oui, elle a cédé sous la pression. Oui, la guerre économique l'a poussée à bout. Mais sous tout cela, ils connaissent la vérité, que les États-Unis voulaient cet accord plus que tout, voulaient clore ce chapitre proprement, voulaient pouvoir dire que la menace nucléaire avait été écartée et que la catastrophe économique avait été atténuée. Cela a toujours été la ligne d'arrivée et l'Iran a toujours été prêt à attendre ce moment. Pour moi, il y a aussi quelque chose de plus profond derrière tout cela et c'est assez déchirant. Vous savez, tout le monde dit que Donald Trump voulait tellement cet accord parce que c'est un narcissique et un mégalomane. Et oui, c'est peut-être vrai. Je pense qu'une grande part de la raison pour laquelle cet accord a été promu dès le début, c'est que les Américains n'étaient pas prêts à se battre. Ils n'étaient pas prêts à sacrifier des soldats pour ce qu'ils pensaient qu'il se passait au Moyen-Orient.
Cependant, il n'a jamais vraiment été question du Moyen-Orient. Il s'agit pour les Américains d'admettre que faire face au terrorisme est quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais pour lequel ils ne sont en réalité pas prêts à sacrifier quoi que ce soit. Et avec le plan islamiste de prise de contrôle comme nous l'avons vu en Europe, et avec l'Amérique qui critique si souvent l'Europe parce qu'elle est prête à parler mais jamais à agir, c'est un peu effrayant de voir que c'est ce que le peuple américain veut. Un accord qui ne traite pas la véritable menace du terrorisme et, plus important encore, qui dit à la République islamique: nous ne sommes pas prêts à sacrifier quoi que ce soit pour vous arrêter. Les habitants du Moyen-Orient le perçoivent. La différence entre la gestion d'Israël et celle des États du Golfe est énorme. Israël a prouvé qu'il est prêt à se battre, même au risque de contrarier l'Amérique, parce qu'il comprend les conséquences de laisser un régime terroriste régner. Ce n'est pas parce qu'ils ont soif de mort ou qu'ils prennent plaisir à tuer des bébés. C'est parce qu'ils vivent sous la menace du terrorisme et qu'ils comprennent que ce n'est pas un privilège de simplement dire « signons un accord et passons à autre chose ». Israël entre maintenant dans une phase très compliquée où il doit gérer ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe au Moyen-Orient, alors que l'Amérique leur lie partiellement les mains parce que Donald Trump veut absolument que cet accord soit conclu. Cela peut sembler pessimiste, mais à bien des égards, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'il est assez évident qu'Israël est dans une bien meilleure position militaire qu'avant. Et nous avons la capacité de faire face à l'Iran plus que jamais. Et je pense que cela a vraiment prouvé au Moyen-Orient que le fait que l'Occident soit hyper impliqué dans ce qui se passe ici n'est pas idéal. Je l'ai déjà dit une fois et je le répéterai 1 million de fois. L'Occident ne comprend pas le Moyen-Orient. Il comprend l'argent, il comprend la liberté, il comprend le gain à court terme, le calendrier politique et le prix de l'essence. Mais la langue réellement parlée dans cette région, l'idéologie, la théologie, la patience d'un régime qui croit attendre un moment divin, la vie sous une menace réelle, n'a pas encore été traduite efficacement pour la Maison-Blanche. L'obsession de conclure cet accord à tout prix l'a clairement démontré. Et sans entrer dans les détails du drame entre Israël et les États-Unis, il pourrait y avoir quelque chose de positif là-dedans. Il pourrait y avoir un véritable changement, mais la vérité, c'est que c'est peu probable. Et pour les pays réellement touchés par la survie de la République islamique, il est grand temps qu'ils cessent d'être contrôlés financièrement par ceux qui ne comprennent tout simplement pas quelles sont les véritables conséquences. Quand je regarde l'histoire incroyable de la façon dont les États-Unis ont réussi à faire signer l'Iran, je vois un pays qui sait obtenir ce qu'il veut. Mais peut-être, juste peut-être, que cela s'avère être une arme à double tranchant. Je suis Yirka et je vous retrouve la prochaine fois.